Alors, bonjour tout le monde. Je me suis présentée tout à l'heure. Anne Perrault, je suis la directrice générale de Bio-Québec. Bienvenue à ce webinaire sur le financement des entreprises en temps de pandémie, défis, opportunités. J'aimerais tout d'abord, avant de commencer, remercier notre partenaire pour ce webinaire, un membre de Bio-Québec, la Banque nationale. Merci beaucoup de ce partenariat qui nous permet de vous offrir ce webinaire ce matin. Alors, cette présentation a été organisée parce que ce sujet, le financement en temps de pandémie, est ressorti clairement et souvent comme étant une priorité à travers les conversations que j'ai eues avec les membres de Bio-Québec, mais également au sondage que nous avons fait, à travers le sondage qu'on a fait parvenir à nos membres. D'ailleurs, ce matin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, là, on avait 157 inscriptions. Donc, je pense que ça démontre l'importance du sujet et la popularité de nos panélistes ce matin. Alors, le financement en temps de pandémie, la vie continue, le monde continue de tourner. Y a-t-il des opportunités? Quels sont les défis? Quels sont les enjeux, les obstacles? Le financement est-il plus proche? Les VC sont-ils plus accessibles, moins accessibles? Plein de questions. Ce matin, on a avec nous des panélistes de grande qualité qui ont accepté de venir en discuter et qui vont certainement vous proposer un échange et des conseils qui vont s'avérer judicieux. Juste d'un point de vue technique, les questions, parce qu'il y aura un échange entre tous les panélistes pendant les premières 35-40 minutes, mais il y aura une période de questions. Bien entendu, on veut que vous participiez. Ça doit se faire dans la partie Q&A et non pas la partie chat. Alors, c'est très, très important d'aller poser vos questions dans la partie Q&A. Et c'est l'animateur et moi qui allons prendre ces questions un peu plus tard au cours du panel et les relayer à nos panélistes. Alors, comme vous pouvez voir justement, pour ceux et celles qui cherchent Tasha à l'écran, ce matin, ce n'est pas Tasha qui est avec nous. Tasha, malheureusement, a eu un petit accident. Elle va bien, mais elle a quand même subi une commotion cérébrale importante. Donc, elle ne pouvait pas être avec nous, mais je suis très, très, très contente que Philippe ait pris le relais. Philippe Gervais, qui est également un partenaire d'affaires de Tasha dans la firme Navigator, mais qui est également aussi un bon ami à moi. Way back, on retourne en 1988, alors ça fait un petit bout de temps. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais je suis très contente d'avoir repris le contact. Philippe, qui est le directeur principal du bureau de Montréal de Navigator, qui est une firme pan-canadienne de conseil stratégique. Et puis, je pourrais passer à travers son CV, là, j'en aurais pour au moins 10 minutes. Fait que je ne ferai pas ça, mais je veux certainement mettre l'emphase sur quelque chose d'important. Philippe siège sur plusieurs conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, dont, entre autres, et certains seront peut-être intéressés, la vice-présidence du conseil d'administration de MyTax. Alors, ça, c'est très intéressant. Et il a été président du conseil d'administration et membre du conseil de H2O Innovation pendant près de 20 ans, une des entreprises canadiennes en plus forte progression dans le secteur clean tech, dont il connaît ça, les startups, il connaît ça, le financement, et puis il a accepté avec beaucoup de générosité d'être avec nous ce matin pour animer ce panel. Merci Philippe, je te passe la parole et je vous reviens un petit peu plus tard pour la période des questions. Merci Annie. Effectivement, ça fait plaisir de se revoir et de retravailler ensemble après plusieurs années sans s'être vu, sans s'être parlé. Donc, j'aimerais peut-être commencer par vous présenter nos panélistes aujourd'hui qui vont être avec nous. Donc, Geneviève Guertin. Geneviève a plus de 20 ans d'expérience dans les sciences de la vie, surtout du côté investissement, puisqu'elle a commencé sa carrière, ou en tout cas, une bonne partie de sa carrière a été faite dans la Société générale de financement, donc la SGF, pour après ça se retrouver au Fonds de solidarité FTQ. Donc, Geneviève est aujourd'hui vice-présidente investissement pour le secteur sciences de la vie. Donc, bonjour Geneviève. Bonjour Philippe. Patricia Escoffier. Donc, Patricia est une personne qui a aussi passé la grande majorité de sa vie dans le domaine, mais elle a vraiment eu plusieurs expériences, donc autant du côté d'entreprise que du côté investissement. Donc, pour faire rapidement, elle a travaillé chez Admar Bioinnovation, chez Neomed, la Commission atomique de l'énergie de France, Univalar, donc quelqu'un qui a œuvré autant du côté européen que canadien dans sa carrière, donc quelqu'un qui nous arrive avec une bonne expérience.
Patricia Escoffier est aujourd'hui gestionnaire d'investissement au fonds d'investissement Théodorus. On va parler un peu plus tard de Théodorus et de leur histoire ici. Maxime Ranger. Maxime est un entrepreneur en série, comme on aime les appeler. Il a créé 8 compagnies dans sa vie avant de se retrouver de 2017 à 2020 du côté des VC, donc il était du côté investissement pour revenir et peut-être mélanger un petit peu les deux. Donc, il est aujourd'hui avec PDG de Giant Pharma, donc quelqu'un qui est dans le domaine, les deux pieds dedans, et qui est en processus de financement. Ça, on va revenir un petit peu plus tard. Lloyd Segal, plusieurs vont reconnaître ici, qui est président de Repair Therapeutics. Lloyd a une grande feuille de route dans le domaine des biotech. Il a été chez Persistence Capital Partners, il a été dans le conseil d'administration de GBC American Fund. Il a fait plusieurs, je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas besoin vraiment de connaître, de présenter beaucoup. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui, et tout récemment aussi, a réussi à financer pendant la pandémie son entreprise, et ça, on va revenir là-dessus. Et tout dernièrement, Jean-François Parizeau, qui est de retour dans le monde des startups, comme il aime dire. Il a créé, lui, rapidement, dès l'université, a créé des entreprises. Il s'est, après ça, allé du côté de l'investissement. Donc, il a passé 20 ans dans le domaine institutionnel avec la BDC, où il était avec le Fonds de soins de santé, et après ça, avec la Caisse de dépôt, où il était à CDP Capital Technology Ventures. Donc, aujourd'hui, Jean-François a parti un nouveau fonds. Donc, il est cofondateur de Amplitude Ventures, un fonds qui regarde des systèmes médicaux de précision qui veut à travers l'Amérique du Nord, mais basé ici à Montréal. Donc, peut-être pour commencer, Jean-François, je commencerai, vu que tu étais le dernier à être présenté, je vais commencer avec la première question pour toi, pour lancer le bal. Comme on le sait, les entreprises, qu'on soit dans le VC ou autre, c'est une bonne partie de ce qu'on doit faire, c'est financer. Donc, revenir. Donc, on lève des fonds, on avance un peu, il faut retourner une ronde B, une ronde C. C'est ce qu'on fait aussi, ce que les entrepreneurs font dans le domaine biotech, mais c'est aussi ce qu'on fait au niveau des VC. Donc, est-ce qu'il y a vraiment, puis souvent, les gens ont l'impression que pendant la pandémie, il y a beaucoup de fonds qui ont eu la difficulté à se financer, qui ont eu la difficulté à avancer. Est-ce que tu vois ça, toi, ou est-ce qu'il y a de l'argent dans le système? Jean-François. Oui. Pour commencer, je voudrais remercier Annie et Bio-Québec de m'avoir invité ce panel-là. Bien heureux d'être ici. Puis, particulièrement Philippe qui a réussi qui a ramassé le tachat à main levée. Là. Alors, tu as des gros souliers à remplir, mais tu as fait ça admirablement. Donc, pour répondre à ta question, en fait, j'étais moi-même encore en financement, puisque les fonds aussi, on doit lever des sous auprès d'investisseurs institutionnels. Il y a une pause au tout début de la pandémie. Là. Je pense que ça a été généralisé là, partout dans le monde, là, au niveau du crédit. Et qui a commencé comme ça. Puis les gouvernements ont commencé à réinvestir massivement. Et puis nous, ce qu'on a vu après cette pause-là de peut-être 2 mois, on a vu les investisseurs, les grands investisseurs institutionnels revenir très, très fortement dans le marché. Puis l'effet s'est fait sentir jusque dans le monde du VC puis dans le monde des compagnies. Alors pour nous, en fait, il y a énormément d'argent dans le marché. Tous les indicateurs qu'on voit, puis ça commence avec les grandes bourses. Les investisseurs institutionnels ont beaucoup, beaucoup d'appétit pour les compagnies novatrices. Et de ce fait, là, on voit beaucoup de financements qui ont été clôturés. Puis, il y a eu beaucoup d'annonces. Lloyd c'en est une, mais il y a eu des grands financements qui ont été faits là, partout au Canada. Puis, on voit définitivement la tendance là, continuer à se maintenir, là, puis même à augmenter. Alors, je suis assez optimiste, là, en fait, par rapport
par rapport à ça. On voit beaucoup d'argent et de projets. Tant mieux. Geneviève, toi, c'est sûr qu'au Fonds Solidarité FTQ, vous travaillez avec plusieurs partenaires, autant privés qu'institutionnels. Comment vous voyez, vous, toi et tes collègues au Fonds Solidarité, qu'est-ce que vous voyez comme étant l'état du capital de risque au Canada puis au Québec en ce moment? Y a-t-il de l'argent dans le système? Oui, bien sûr. Puis moi aussi, je suis très, très heureuse d'être parmi vous ce matin. C'est une question très importante. Puis je suis contente que Bio-Québec organise cette discussion-là avec les membres. Je vais faire écho à ce que Jean-François a dit. Oui, il y a eu une pause au début de la pandémie, mais je pense que c'est clairement derrière nous. Les gens se sont remis en action. Et puis, si on regarde les fameux chiffres là, du CVCA sur les investissements en capital de risque au Canada, là, on a ces chiffres-là jusqu'au 30 septembre 2020. On attend les chiffres du Q4. Mais on est capable de regarder la portion globale capital de risque au Canada qui a un peu fléchi, c'est vrai, mais les sciences de la vie s'en tirent extrêmement bien. En 2019, il y a eu 1,1 milliard qui a été investi en capital de risque en sciences de la vie et on est à 1 milliard au 30 septembre 2020, donc après seulement 3 trimestres. Donc, c'est des chiffres qui sont très, très solides. On voit que la part des sciences de la vie dans l'enveloppe globale, d'ailleurs, a augmenté. Là, il est passé de 17 en 2019 à 29 en 2020. Donc, c'est très encourageant. Puis moi, ce qui m'encourage aussi, c'est que, puis en passant, ces chiffres-là excluent l'IPO de Repair de Lloyd Segal. Donc, ça, c'est des chiffres à part qui sont extraordinaires déjà, mais c'est dire qu'il y a de l'argent pour autre chose aussi que les IPO très, très prestigieux. Puis Jean-François disait, bon, il y a eu des gros financements qui se sont faits, oui, puis tant mieux, on a besoin de faire de plus en plus des gros financements. Mais si vous regardez les chiffres du CVCA et puis que vous sortez justement ce qu'ils appellent les grosses transactions, donc par exemple un Alaya Care qui a levé 48 millions en Q1 2020 ou un Abcelera qui a levé 144 millions en Q2 2020, il y a encore des chiffres qui tiennent la route. Là. On a 657 millions investis en sciences de la vie en 2019 versus 617 après 9 mois en 2020. Donc, on voit que le marché est robuste, non seulement pour les grosses transactions, mais également pour les transactions de plus petite taille. Puis ça, je pense que c'est un signe de santé là, de l'écosystème. Merci. Patricia, pour vous, chez Théodorus, ça a été tout un autre monde. Théodorus, pour ceux qui ne connaissent pas, est un fonds d'investissement belge, donc qui existe depuis 20 ans. Mais Patricia a été envoyée au Canada pour ouvrir le bureau du Québec presque quelques semaines avant que la pandémie nous tombe dessus. C'est sûr que toi, tu as vécu ça. Donc, dès le début, je sais que votre cocktail de présentation d'ouverture a été annulé. Tu as 2 collègues qui devaient venir te rejoindre, qui sont toujours en Europe. Donc, comment vous avez vécu ça, vous, et comment vous voyez ça, cette première année? Comme je dis, on ne peut pas comparer avec le passé, mais cette première année dans un monde de pandémie. Merci Philippe pour cette question. Bonjour à tous. Merci Annie pour l'invitation. Effectivement, Philippe, tu soulignes un bon point. Alors nous, on a eu la chance de clôturer Théodorus 4 juste avant la pandémie. Donc, on n'a pas eu de délai par rapport à la clôture de notre fonds. Donc, un fonds d'à peu près 65 millions de dollars avec quand même 25 millions de dollars pour les investissements au Québec. Moi, j'ai eu la chance d'être déjà basée en fait au Québec avant la pandémie. Donc, je suis là depuis à peu près une dizaine d'années. Et effectivement, comme tu le mentionnais, tout était en branle pour l'arrivée de Théodorus au Québec avec un cocktail qui était prévu pour rencontrer l'écosystème qui a été annulé malheureusement au mois d'avril. J'ai un collègue qui devait arriver en avril 2020 qui arrive la semaine prochaine, donc 1 an de délai pour obtenir le visa de travail, pour venir s'installer. Donc, la pandémie a eu un petit effet, effectivement, pour retarder le déménagement ici au Québec. Donc, on a dû s'adapter, on a dû commencer toutes nos activités de manière tout à fait virtuelle. Donc, aucun contact physique entre Théodorus et effectivement et l'écosystème. On s'est vraiment adapté pour en fait rencontrer le plus de personnes possible. Ça a été beaucoup d'organisation, de meetings virtuels pour rencontrer l'écosystème, pour pouvoir justement partager. Moi, j'avais quand même déjà un petit réseau au Québec. L'équipe de Théodorus, il faut quand même mentionner que ça faisait quand même à peu près 2-3 ans avant le lancement de Théodorus qu'il y avait eu des allers-retours à peu près tous les mois entre le Québec et le Canada pour
forger des liens avec l'écosystème. Donc, il y avait quand même eu des rencontres physiques avant cette pandémie. Heureusement, ça a quand même facilité les choses. Mais effectivement, ça a été une entrée en matière virtuelle. On a, je pense, tous hâte de pouvoir se voir enfin. Mais les technologies aujourd'hui nous permettent d'initier nos activités et puis de pouvoir rencontrer tous les entrepreneurs et de pouvoir effectivement évaluer les dossiers qui nous arrivent sans qu'il y ait eu aucun challenge dans cette manière de procéder et d'évaluer les dossiers. Donc, un démarrage particulier, mais très actif, toujours très actif. On recherche des projets et je pense qu'effectivement, on va pouvoir continuer à évaluer les projets en espérant pouvoir rencontrer quand même enfin les entrepreneurs dans les mois qui viennent. Juste, je te relance, Patricia. Est-ce que vous avez quand même réussi à faire certains investissements et rencontrer vos objectifs dans cette première année? Tout à fait. En fait, on avait un objectif de 2-3 investissements par année. L'année dernière, on a clôturé 4 investissements. Donc, on a vraiment dépassé nos objectifs. Je pense que ça s'est dû effectivement au fait qu'on a pu rencontrer énormément de monde. On a quand même mis en place à peu près 42 partenariats formels ou informels avec des joueurs, que ce soit académiques, entrepreneurs, incubateurs, accélérateurs et autres fonds d'investissement qui nous ont permis en fait de pouvoir accéder à un pipeline de projets qui était quand même assez extraordinaire et de pouvoir justement concrétiser ces investissements-là l'année dernière. Et donc, on n'a pas eu de défi à ce niveau-là. Merci. Lloyd, historically, financing or doing an IPO like you successfully did in the last months meant a lot of networking, meant travel, meant basically road shows, right? You'd go to New York, you'd go to San Francisco, you might be going to Europe. What has changed in this last round that you had to live through? Yeah, first of all, premièrement, je veux remercier Bio-Québec pour m'inviter aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir une conversation comme ça. Mais this is proof that the world has changed. I mean, you only have to look at your screen to know that this is different. Before COVID, we would have been getting together at somewhere in Quebec or Montreal and having this Congress in person. But as we've talked about, it's paradoxically given us, I think, one of the best investment environments. Zoom has enabled deals like ours, deals like Upsellera's, and other emerging companies to access financiers because there's no advantage anymore to actually being based in San Francisco or Boston or Vancouver for that matter. Everything is on this platform that we're all on today. And so I think it's created a massive leveling of the playing field for access to capital. What it hasn't changed is, and I could argue has made even tougher, is the bar for great emerging startup Series A through IPO companies has gotten real higher. And that's in the context, as Geneviève and Patricia and JF have already pointed out, of rising pools of capital. So there's more money. Globally, there's more money in Canada, in North America, globally. This platform has enabled you to, if you're raising capital, do amazing things without even leaving your home office, which I feel like I haven't done in a long time. But it doesn't, if anything, it puts more pressure on the company, the team to be absolutely excellent in all respects. So it's not free. Maxime, toi, chez Giant, vous avez vécu une situation un peu différente. Hein. Vous étiez tout près de fermer une ronde de financement avant que la pandémie nous frappe. Mais vous avez quand même réussi à faire avancer le dossier depuis ce temps-là. Comment vous avez approché ça? Merci pour l'invitation. Oui, effectivement, en février 2020, on s'approchait drôlement d'un
d'une clôture financière assez substantielle pour Giant. Est arrivée la pandémie, tout a dégringolé. Un de nos courriers d'investisseurs s'est retiré de l'équation, mais je pense que c'était, comme Jeff le mentionnait au début, je pense qu'il y a eu 2-3 mois où tout l'écosystème a dû s'adapter dans la pandémie. Puis là, je parle autant au niveau de l'entrepreneur que des fonds VC. Moi, j'avais encore, tout récemment, j'étais toujours chez Amorchem comme associé principal. Puis nous, on avait décidé d'ailleurs à réduire le nombre d'investissements qu'on allait faire pour garder un petit peu plus d'argent pour supporter nos investissements déjà effectués parce qu'on ne savait pas un manque de visibilité sur l'impact de la pandémie. Donc là, j'ai comme dû recommencer à zéro à toute fin pratique la ronde de financement. Finalement, on a réussi à sécuriser un financement juste à la fin de 2020. Là, je suis encore en extended seed round pour l'accompagner. Stay tuned. On va avoir un press release dans les prochaines semaines. Pas d'annonce aujourd'hui? Non, je garde une petite gêne encore. Donc, mais je pense qu'encore une fois, je pense que les gens ont fallu prendre avantage de la pandémie, puis finalement, on a changé nos moyens pour arriver à nos fins, mais je pense que l'argent est là, les investisseurs sont beaucoup plus disponibles, c'était quand même facile de rejoindre les investisseurs. Maintenant, les frontières ont tombé avec la mondialisation, avec Zoom. Là, maintenant, on a plus de temps parce qu'on voyage moins. Non, je pense que la pandémie, finalement, n'a pas altéré nos chances de financement. Bien au contraire, je pense qu'il fallait savoir bondir sur l'opportunité, puis finalement, comment je pourrais dire, c'est sûr que le début de la pandémie, on était tous un peu en questionnement à savoir ça serait quoi l'impact des fonctionnements des compagnies et autres. Mais moi, une compagnie comme la mienne qui est en préclinique, les services essentiels dans toutes les compagnies, des fournisseurs de services, tout ça, ça était opérationnel pendant la pandémie, au début de la pandémie. Donc, il n'y a rien qui était retardé de notre côté à cause de la pandémie. Effectivement. Jean-François, toi, quand vous regardez l'approche d'identifier des opportunités d'investissement, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a plus d'un an maintenant? En fait, je pense une accélération d'une grande tendance qu'on voyait dans les 5 dernières années. Quand j'ai commencé, il y a de cela quelques lunes, c'était très unidimensionnel. On avait des rencontres, on allait manger au restaurant. C'était la seule façon dans le fond, de voir rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, on a une multiplication de plateformes qui sont offertes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus accessible. Tout le monde est plus accessible. L'information circule beaucoup plus librement. Et donc, puis il faut s'adapter aussi là, par rapport à ça, avec notamment là, l'utilisation constante là, des outils sociaux. Puis nous, on a commencé à servir de LinkedIn, de Twitter dans les dernières années comme outil promotionnel, mais aussi pour être plus près de l'écosystème. Dans la dernière année, on a vu une incroyable accélération de ça. Et en fait, ce qui nous a permis, nous, de s'ouvrir sur le monde, puis que le monde s'ouvre à nous en même temps, qu'on voit beaucoup plus de projets émerger de plein de régions maintenant. Ce qui fait que moi, je sens qu'on est beaucoup plus ouvert globalement qu'on l'était il y a plusieurs années. Et puis, ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Mais pour le reste, pour qu'est-ce qui est du démarchage, c'est un effort constant. Donc, faut faire les coups de téléphone, faut rencontrer les personnes, il faut faire les premiers pas parce que la compétition augmente de façon fulgurante. Comme Lloyd disait maintenant, les investisseurs, il y en a plus, il y a moins de frontières. Et faut définitivement se présenter comme quelqu'un là, qui peut et qui doit amener là, une certaine valeur ajoutée là,
quand on rentre dans des transactions. Je reviens à toi, Maxime. Ce serait quoi ton conseil à un jeune entrepreneur qui commence, là, qui arrive, là, il dit, OK, moi j'arrive au moment là, où je dois aller dans ma première ronde de financement, mais on n'a pas de réseau, on ne sait pas qui appeler, comment faire. Surtout dans un monde, historiquement, on aurait fait des cocktails, on aurait rencontré des gens de façon beaucoup plus directe. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour approcher ces gens-là? Et comment est-ce qu'on passe le mur virtuel de cassé, là? On n'a plus la chance de se retrouver dans l'ascenseur et donner notre 30 secondes elevator pitch comme on connaît bien. On n'a plus ces chances-là. Donc, comment est-ce qu'on casse ce mur de verre-là virtuel? Ben, pour commencer, je pense que lever un financement, c'est jamais facile. Il faut que ça soit clair. Autant lever un seed round à 3 millions, une série A à 50 millions ou aller en IPO, je pense qu'il y a un défi de taille pour un entrepreneur. Les jeunes entrepreneurs n'ayant pas un réseau peut-être étendu, je pense que ce qui est bien important, c'est peut-être de s'entourer de mentors. Ces mentors-là, généralement, ont quand même un réseau, donc ils peuvent faciliter les contacts. C'est sûr, les cocktails facilitaient des fois les rencontres, mais encore une fois, je pense que virtuellement, on s'aperçoit qu'on peut faire aussi bien, à mon avis. Puis je pense que l'important, c'est quand on veut contacter quelqu'un, puis cette personne-là ne fait pas partie de notre réseau, on peut trianguler puis trouver quelqu'un de notre réseau à nous qui possiblement connaît cette personne-là. LinkedIn est un outil super performant pour ça, là. Moi, je pense encore une fois, la façon de faire, elle change beaucoup. Un jeune entrepreneur là, qui devait partir en ronde de financement puis aller à JP Morgan en janvier, j'étais là les 15 dernières années. Ça te coûte la peau des fesses de passer une semaine là-bas. Puis c'est un peu la jungle d'essayer de booker tes meetings. Là, maintenant, avec le virtuel, c'est super performant. Moi, j'ai contacté 60 fonds d'investissement en l'espace de 2-3 semaines, puis c'est pour déclencher la ronde de financement dans Giant. Donc, c'est quelque chose qui, maintenant, je trouve que les barrières pour un jeune entrepreneur tombent un peu. Le cold call, ça ne fonctionne pas très bien généralement. Donc, je pense qu'il faut vraiment utiliser son petit réseau, ses mentors, d'être membre de, disons, Bio-Québec, Biotech Canada pour avoir justement accès aussi à des contacts. Mais je pense encore une fois, la façon de faire qui est en train de changer avec la pandémie va bénéficier aux jeunes entrepreneurs. Patricia, une fois qu'on passe ce premier contact-là, historiquement, vous entamez des discussions, vous en allez vers un premier MOU, puis après ça, éventuellement, une vérification diligente. Partie de ce processus-là était d'aller voir les gens, de pas juste avoir la réunion, mais d'aller dîner avec eux, prendre un café, comprendre les dirigeants, comprendre les gens, les personnes clés dans l'entreprise, aller voir les laboratoires, on visitait des lieux, comme on disait, we kick the tires. Comment vous faites ça aujourd'hui? Écoute, c'est une très bonne question, hein. Effectivement, il y a toute cette partie de vérification diligente qui implique bien entendu l'évaluation du dossier. Donc, ça, je dirais que ça pourrait même être facilité par ces échanges virtuels. Les data rooms préparés par les entrepreneurs sont quand même très bien faits, rapides d'accès. Ça nous permet d'évaluer rapidement la technologie, le marché, etc. Donc, tous les facteurs clés. Il y a cette partie aussi qui est quand même un gros critère, qui est l'évaluation de l'équipe, c'est-à-dire instaurer en fait un lien de confiance, et je pense que ça c'est un mot important entre les investisseurs et puis cette équipe entrepreneuriale. C'est vrai que les contacts physiques permettaient justement d'avoir ces petites discussions peut-être un petit peu plus personnelles ou généralistes, qui permettait de discuter d'autres centres d'intérêt et pas juste effectivement l'entreprise, et peut-être essayer de bâtir une relation en fait un peu solide avec l'entrepreneur. On a un petit peu moins ce genre d'échange-là. Par contre, ce que je peux voir, c'est que dans les investissements qu'on a réalisés, en fait, sur les 4 investissements, il y a un investissement, par exemple, qu'on a réalisé avec une équipe qu'on n'a jamais vue. Donc, on a complètement rencontré virtuellement. On n'avait eu aucun échange avec cette équipe avant la pandémie de manière physique.
On a été capable, je pense, de bien cerner quand même la personnalité de l'équipe avec les échanges. Je pense que maintenant, quand même, toutes les technologies de vidéoconférence nous permettent de pouvoir communiquer directement avec l'équipe. On n'a pas pu visiter effectivement, que ce soit les bureaux ou les installations. On n'a pas pu forcément voir le prototype du produit et l'avoir dans les mains. Mais je pense qu'on a quand même maintenant une capacité d'évaluer la technologie, une capacité de juger les compétences de l'équipe sans forcément qu'il y ait eu ces interactions physiques. Je pense qu'effectivement, avant la pandémie, on n'aurait jamais imaginé investir dans une équipe sans jamais avoir vu la personne, effectivement. Mais je pense que maintenant, c'est la réalité. On a dû s'adapter et puis ça nous montre qu'on est tout à fait capable de le faire. Chez Théodorus, on avait quand même un des critères d'investissement d'avoir la compagnie très proche des bureaux de Théodorus, à peu près 2 heures de route, grosso modo, en voiture, en train, en avion, peu importe, qui nous permettait en fait de pouvoir aller très rapidement sur le lieu de l'équipe pour les aider, pour les chaperonner s'il y avait des besoins, passer toute la journée avec eux. On est quand même un fonds d'amorçage. Il y a beaucoup de support à donner en général à l'équipe. Je dirais que cette notion un petit peu géographique pourrait peut-être s'atténuer un petit peu avec le temps, on pourrait être moins flexible avec cette notion-là. On a vu que tous les outils virtuels nous permettent quand même d'avoir de bons échanges et de pouvoir quand même avoir des relations très solides avec les entrepreneurs, malgré cette absence de contact physique. Merci. De ton côté, Jean-François, est-ce que c'est similaire ou différent, votre approche? Non, ben, en fait, c'est totalement similaire, là. On n'a pas vu de ralentissement dans nos activités. Comme Patricia, on a dû faire ça en virtuel. On a investi dans une transaction transatlantique sans jamais avoir rencontré les personnes. Alors, il y a tellement d'outils en place maintenant, notamment les data rooms virtuels, on peut à peu près tout voir. Nous, ça a amélioré de beaucoup notre efficacité. En fait, ce que je retiens de la pandémie, c'est qu'avec le fait d'utiliser beaucoup plus ce genre d'outils-là, ça nous permet d'être très, très efficace là, quand on fait une vérification diligente. Puis aussi les experts, parce qu'on aime bien parler à des experts dans différents domaines quand on regarde une possibilité d'investissement, ce qu'on se rend compte, ils sont beaucoup plus disponibles qu'ils étaient. Alors, puis nous, ça nous a permis d'accélérer de façon substantielle la vélocité des investissements que nous avons faits. Geneviève, est-ce que vous vivez aussi quelque chose de similaire, donc une plus grande vélocité? Et est-ce que vous regardez plus d'entreprises que vous l'auriez faites dans le passé? On a des statistiques sur le nombre d'opportunités qu'on regarde, puis je dirais que c'est assez constant comme deal flow. Là, évidemment, le fonds a des restrictions géographiques, donc de facto, là, on n'a pas la même profondeur de deal flow, par exemple, que ce que Amplitude peut regarder. Mais le fait est que si je compare, par exemple, au Fonds de solidarité avec mes collègues dans d'autres industries, pour eux, ça a été un choc beaucoup plus dur à absorber que je pense pour nous en sciences de la vie, parce qu'on a toujours regardé des résultats d'expérience sur papier, visiter les laboratoires, oui, mais dans le fond, quand on en a vu un, souvent, on les a un peu tous vus. Là, il manque le côté là, de la proximité physique, puis la conversation et tout qui manque à tous, mais je pense en généralement parlant, on partait peut-être d'une situation qui était moins difficile à adapter au contexte virtuel. Puis ce qu'on retient aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de réunir des gens qui auraient été impossibles à réunir avant un panel comme aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en aurait eu un de nous qui aurait eu une urgence et qui n'aurait pas été là le matin là, pour cause de voyagement ou un avion pris parce qu'il a neigé hier soir. Puis ça n'arrive plus. Donc, il faut au moins prendre ce bon côté-là des choses là, puis tourner ça à notre avantage. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de... je parlais pour Bio-Québec, dont je suis membre du conseil d'administration. Le membership de Bio-Québec a explosé, puis c'est pas pour rien. C'est que je pense que les entrepreneurs ont réalisé que c'est important d'être membre d'associations comme ça, de regroupements comme ça, qui offrent des
différentes solutions pour remplacer ces cocktails-là qu'on n'a plus. Puis faire en sorte que la communauté reste unie, puis faciliter aussi l'accès à des gens qui ont peut-être un petit peu moins de réseau que des gens comme mettons, Maxime et Lloyd, là, qui partaient déjà avec un Rolodex bien garni. Annie, je vois qu'on commence à avoir des questions de la salle. Est-ce qu'il y en a une ou deux qu'on pourrait adresser au Geneviève panel? vient de me faire sourire avec son Rolodex. Ça fait qu'il y en a qui savent même ce que ça veut dire. Je trahis mon âge. Alors, la première question est venue dans le chat, mais je vais la prendre. Là. Il y en a d'autres aussi dans le Q&A. Merci beaucoup. Puis elle est adressée à Lloyd from Jason Birch. A big push in Quebec and Montreal in the past year has been to recruit and develop entrepreneurs to build our local ecosystem. If there is no such thing as local anymore, how important do you see this going forward? Lloyd, this one is for you. Thanks, Annie, and thanks, Jason. That's a great question. I'm not sure it's all that different. And I think for companies that are well-financed, even sort of late seed to Series A, it's sort of more of the same. If you look at Repair, we have at least a couple of Trump refugees who we were able to bring to Canada. It's easier than it's ever been. The federal and provincial governments have both created programs that really fast track immigration for specialists. But it doesn't change the fact that, Jason, as you know well, it's impossible to get certain people to Quebec for a number of reasons, just like it's impossible to get certain people to Philadelphia or Cleveland or or Cincinnati. I'm not picking on Ohio. It's just a matter of adapting. And so we made the decision very early on at Repair that we needed to have a Boston-based subsidiary. We needed to build out certain skills there that we couldn't in Montreal. For example, precision oncology clinical trial development, precision oncology diagnostic development, our bioinformatics. These are things where Kendall Square is the absolute center of the universe, and we needed those to be a world-class company. So it made sense to build those skills there. But, and Jason, you know this better than anyone, our medicinal chemistry capabilities, our assay development capabilities, ultimately our ability to get from a hit to a lead to an actual drug, and then working with partners in Montreal. I think Coriolis, just to name one, all our American partners use Coriolis. We're right here in their backyard. I think one of our secret weapons is Admare and our partnership with them, who have given us, for a much lower cost, the best chemistry labs. Apologies to you guys, Jason, but I think we surpassed you in September. And infrastructure and support. There's so much expertise. So we hear this question. I've been hearing it for 20 years. Like, can you build a full team in Montreal? I don't think you can, but I don't think it matters. I think we've proven, and the Accelera team in Vancouver have proven, you can build your core in Montreal as long as you're rational and frankly just honest about what's best in class in the world in Quebec or Canada and what you need to build elsewhere. And I think if you take that approach, you build a global company. And we're no different from, there's great companies in Seattle that have to have a Kendall Square outpost as well. It's just the reality of our business if you're going to take a mindset of competing globally. Thank you, Lloyd. Philippe, je peux aller avec... Oui, c'est ça. Je pense, posé par la même personne, mais je pense qu'ils vont... ils étaient séparés, là, mais je vais les mettre ensemble parce que je pense qu'elles sont vraiment importantes. Et puis, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Je la laisse ouverte. J'imagine déjà quelques-uns d'entre vous y répondent. Croyez-vous que tous les stades de développement des entreprises sont couverts par le capital de risque au Québec? Amorçage, démarrage, croissance... Et a-t-on suffisamment de lead investors en sciences de la vie au Québec? Je vois déjà peut-être Geneviève sourire, Jean-François, je savais que ça viendrait vous chercher. Je peux peut-être commencer. La question de est-ce que tous les...
D'accord. C'est une excellente question. La question des stades de financement, sont-ils tous adéquatement couverts? Je pense que la réponse, c'est non. Puis c'était vrai avant la pandémie, puis ça l'est encore aujourd'hui. Il y a des stades qui sont plus spécialisés et moins bien desservis. Je pense évidemment à l'amorçage. On a Amorchem, flagship, un fonds flagship dans ce domaine-là. Théodorus qui est venu prêter main forte. Anne-Marie qui joue aussi dans cette plate-bande-là. Mais je pense que c'est clair qu'on a besoin de plus d'une offre encore bonifiée dans ce secteur-là parce que c'est le début, là, c'est la pompe. Là, si on veut après ça nourrir des fonds qui sont un peu plus late stage, c'est là que ça part. Puis on sait qu'on est notoirement bon au Québec, au Canada, à produire de la propriété intellectuelle en milieu académique, mais peut-être pas aussi bon à transformer ça en entreprise. Donc, il y a clairement un maillon sur lequel on doit travailler. C'était le cas avant, c'est encore le cas maintenant. Moi, j'ai évidemment beaucoup d'intérêt puis d'espoir autour du fonds de préamorçage lié à la refonte des sociétés de valorisation. Je pense que ça, c'est une clé qui va être importante. Puis ça va être aussi à nous, les VC, de bien travailler avec cette nouvelle entité-là pour faciliter encore une fois le passage des technologies d'une idée d'un laboratoire à une entreprise. Et l'autre question, est-ce qu'on a assez de lead investors au Québec? Ben, je pense qu'on n'en aura jamais assez, mais on a des fonds de grande qualité qui ont le potentiel d'être lead investors qui sont actifs au Québec. Donc, vous avez évidemment les fonds canadiens, bon, un Amplitude, un Lumira, un CTI, un Genesis. Vous avez aussi des fonds étrangers qui sont actifs à Montréal, mettons un Forbion ou un Verson. Donc, je pense que quand on a fait le tour de ces joueurs-là, ça fait quand même une offre de capital que bien des géographies nous envient. Ben, j'ai très envie de compléter la réponse. Commencer, bonjour Martial. Martial, c'est un ancien collègue. Alors, toujours été réputé pour ses excellentes questions, même quand on travaille ensemble. En fait, moi, j'ai envie d'être un petit peu contrarien puis dire, répondre à cette question-là, est-ce que c'est vraiment important d'avoir beaucoup de lead investors au Québec? Puis, dans le fond, pour faire suite, dans le fond, au thème du panel aujourd'hui, avec la mondialisation de tout et la très grande disponibilité du capital ici, en fait, pour moi, ça devient moins pertinent là, que seulement des lead investors du Québec financent des entreprises du Québec. Là. Quand on a une idée, c'est toujours avec une idée d'être une volonté d'avoir beaucoup de succès puis de compétitionner à l'échelle mondiale. Ben, si tu as cette aspiration-là, ben, tu dois aller chercher les meilleurs investisseurs pour t'aider. Et puis, s'ils ne sont pas au Québec, ben, va les chercher ailleurs. Et puis on le voit, là, il y a énormément d'investisseurs internationaux qui viennent ici investir dans des technologies très pointues dans lesquelles ils ont développé une expertise. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'aspiration. Bon, il pourrait toujours en avoir plus, mais moi, pour ma part, un entrepreneur doit aller chercher, s'il veut compétitionner à l'échelle mondiale, doit aller chercher les meilleurs investisseurs avec la meilleure expertise ou n'importe où elle se trouve. Alors, c'est mon avis contrarien ce matin. Philippe? Oui, j'étais pour poser la question dans cette veine-là. Donc, il semble avoir de l'argent. Ce que tu dis, Jean-François, c'est qu'il y a de l'argent dans le système. Est-ce que cet argent-là, elle est autant disponible pour le seed jusqu'au IPO et tout ce qui est entre les deux, ou est-ce qu'il y a plus d'argent dans certaines phases que d'autres? Est-ce qu'il y a des différences historiques? Il y a toujours eu des différences, là, mais... Et, en fait, toutes les données, j'ai pas vu les données récentes, là, mais les tendances des 25 dernières années au Canada, c'est qu'il y a plus d'argent proportionnellement dans l'amorçage et dans le early stage que dans les grandes phases de commercialisation. Je ne crois pas que ça ait changé. Ceci dit, on voit
c'est sûr que les grosses rondes de financement sont plus publicisées, sont couvertes par les journaux. Et évidemment, ça fait rêver. Là. Fait qu'on les voit, sont plus présents, on les voit plus, sont plus visuels. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent au niveau early stage. C'est peut-être un peu moins organisé ici au Québec que dans d'autres régions au Canada ou certainement aux États-Unis. On parle de Boston souvent, ça revient souvent. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un moment de support là-bas de différents organismes là, et énormément dans les infrastructures. Il ne faut pas oublier ça, qu'on n'a pas ici. Là. L'autre élément aussi qu'on a vu pendant la pandémie, c'est qu'on est passé à travers différentes phases où certaines industries, certains lieux de travail étaient ouverts, d'autres étaient fermés. Donc, on a passé à travers, avec les vagues, on a eu des ouvertures et des fermetures. On sait que en grande partie, les universités, les laboratoires ont été fermés. Pour vous, chez Théodorus, Patricia, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que dans le nombre de dossiers qui montent, le nombre d'investissements potentiels, est-ce qu'il y a eu des changements? C'est des choses qui ont modifié avec ces événements-là? Effectivement, je pense que comme tu le mentionnes, les interactions avec les entreprises, ça, je pense que ça n'a pas changé. Elles sont capables de venir nous trouver, on est capable d'aller les trouver. Là où c'est un petit peu plus difficile, effectivement, c'est dans la volonté de créer des spin-offs universitaires. Il faut avoir une vue sur les projets académiques. Il faut savoir ce qui est fait dans les universités et identifier des projets prometteurs, en fait, qui pourraient être la base de création d'entreprises. Ça se faisait en fait avec beaucoup de sensibilisation auprès des chercheurs, beaucoup de présentations également, de fonds privés, de fonds non dilutifs, donc vraiment pour qu'ils aient finalement une vue complète sur le continuum du financement d'un projet qui part de l'académique et qui peut aller à la création d'une entreprise et comment on finance tout ça. Donc faut quand même les sensibiliser à tout ça. Il faut échanger avec eux. Il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de départements. Au sein de chaque université, ce sont des challenges qui sont différents. Donc, on pouvait avant avoir le luxe de pouvoir effectivement visiter des laboratoires, pourquoi pas passer une demi-journée de permanence dans une université et avoir un bureau ouvert qui permettait aux chercheurs de pouvoir rencontrer des équipes un petit peu extérieures à l'université. En ce temps de pandémie, c'est quand même plus difficile. Les chercheurs ont quand même quitté leur laboratoire pendant une certaine période de temps, ce qui a pu permettre effectivement qu'ils se concentrent plus sur la rédaction de publications ou d'autres choses. Et nous, finalement, ce qu'on a pu effectivement observer, ça a été qu'on a eu peut-être un petit peu moins de projets universitaires qu'on l'aurait souhaité ou qu'on aurait pu s'attendre pendant cette année 2020. Je pense qu'effectivement, c'est un challenge de pouvoir accéder à ces projets académiques. Beaucoup plus difficile d'aller faire des présentations maintenant ou de toucher une université ou un département. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de passer en fait par d'autres alternatives qui sont en fait tout le réseau. On a les sociétés de valorisation, on a les incubateurs, accélérateurs qui sont vraiment au sein de ces campus avec lesquels on discute des projets, on discute des pipelines, on essaye, nous, de faire du scouting proactif, c'est-à-dire d'identifier en fait des chercheurs, des projets qui pourraient être d'intérêt pour Théodorus. Et c'est à nous, en fait, d'aller frapper à la porte et puis d'aller demander une présentation, une introduction à un chercheur. C'est un exercice qui demande un petit peu plus de temps, mais qui, de toute manière, est fait avec ou sans pandémie, mais qu'il a fallu qu'on concentre davantage nos efforts sur ce scouting proactif pendant ces temps. Au même moment donné, il y avait cette question-là d'ouvrir et de fermer des services essentiels ou non, mais il y a aussi, les gouvernements ont aussi injecté beaucoup d'argent dans l'économie sous différents programmes. Est-ce que ça a changé certains éléments dans l'écosystème? Est-ce que ça a changé votre façon de fonctionner ou de voir, d'approcher certains investisseurs ou même pour les entrepreneurs de la façon que vous avez fait avancer vos projets? Je commencerai avec toi, Geneviève.
Au niveau des aides gouvernementales, c'est clair qu'en tout début de pandémie, bon, les gens en biotech étaient un peu inquiets parce que les programmes d'aide étaient basés sur une baisse de revenus. Puis s'il y a une chose qu'une biotech n'a pas, c'est des revenus. Mais il y a quand même eu des programmes qui ont été mis en place rapidement, là, entre autres de la part de la BDC, pour aider à combler une ronde de financement qui était sur le point d'aboutir et puis qui avait un petit peu de difficulté à clôturer. Donc, nous, on a plusieurs sociétés en portefeuille qui sont prévalues de ce programme-là, puis ça nous a aidé, je pense, à éviter que le système grippe quand tout a fermé. Il y a également eu des programmes spéciaux du Paris, mais je pense qu'on a vu ça comme étant des mesures d'urgence dans une situation extraordinaire. Et puis là, je pense que les choses sont revenues plus dans un mode normal. Et puis, encore une fois, les besoins qu'on peut avoir au niveau du support gouvernemental, ça demeure sur des projets que je qualifierais de plus longue haleine qu'une mesure d'urgence, par exemple au niveau de l'amorçage et toutes ces questions-là. Mais pour nous, ça a été vraiment une aide qui a été, je dirais, temporaire, bienvenue, mais très temporaire. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça change notre vision des choses. Maxime, si je te posais la même question. Mais je pense qu'au niveau des universités, il y a eu comme un virage, là, toutes les subventions gouvernementales pour supporter la recherche académique étaient très focusées COVID en 2020. Ça a eu du bien pour faire avancer des solutions pour la COVID, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de domaines qui ont été négligés au niveau subventionnaire, je veux dire. Puis au niveau des universités, comme le disait si bien Patricia, il y a eu 3 mois où il n'y a quasiment pas eu d'activité au niveau universitaire. D'ailleurs, nous, à Morchem, nos principales activités sont reliées aux universités. Donc là, c'était une période un petit peu qui a affecté l'efficacité du développement et autres. En revanche, une compagnie start-up comme la nôtre, qui est en préclinique, tous les fournisseurs de services CRO, comme on appelle si bien, étaient considérés services essentiels. Donc, il n'y a pas eu vraiment de ralentissement, même si c'était en 2020, puis aujourd'hui, d'être en préclinique, c'est vraiment une bonne chose parce qu'il n'y a pas de retard au niveau développement. Lorsqu'on est au stade clinique, dépendamment de l'indication dans laquelle on travaille, il y a eu quand même des challenges pour les compagnies parce que les hôpitaux ont eu un focus naturellement COVID. Donc, le recrutement, tout ça, il y a eu quand même un certain impact pour les compagnies au stade clinique. Mais en général, je pense que tout s'est bien passé. Mais je pense que c'est ça, au niveau université, je pense qu'ils n'ont peut-être pas su bondir puis profiter autant de l'opportunité de la crise, je dirais ça comme ça. Autrement, je pense que les startups, tout ça, je pense qu'ils étaient quand même dans un bon contexte pour avancer. Un autre élément qui a changé nos façons de faire pendant la pandémie, c'est tout le côté vérification de diligence. C'est quelque chose qui a toujours été long, complexe, où il y avait des avocats étaient impliqués, les comptables étaient impliqués, notre équipe, notre conseil d'administration. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile aujourd'hui dans un monde de pandémie? Jean-François? En fait, comme j'avais dit précédemment, les data rooms virtuels ont vraiment facilité notre vie. En fait, on est capable d'avoir 20, 30, 40 personnes dans le data room et puis ça fait que c'est beaucoup plus efficace. Le revers à ça, par contre, il faut être prêt. Alors, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je pense que la barre est de plus en plus haute. Il faut vraiment être organisé parce que les investisseurs comme les compagnies, en fait, là, moi, je pense que ça marche dans tout le cycle d'investissement et le cycle de développement. Le monde est beaucoup moins patient là, quand c'est pas la qualité est pas extrêmement bonne. Nous, ça a eu des impacts pour nous-mêmes, là, pour nous organiser. Parce qu'on rencontre des investisseurs globaux, des grands fonds institutionnels, des fonds de pension, et puis évidemment, sont très outillés eux-mêmes. Et on passe beaucoup de temps nous-mêmes là, à s'assurer que la qualité de ce qu'on présente à nos investisseurs potentiels là, soit de la plus haute, soit de la plus haute qualité. On a beaucoup moins de droit à l'erreur.
qu'on l'avait avant. I was going to go straight to Lloyd after that on the same question, because you just lived through a due deal process, right? I mean, it was the corporate equivalent of a day at the proctology office, but you know, I don't think the world, you know, apropos of JF's comments, I don't think we're ever going to go back to the old way. It's actually more efficient. Experts and specialists can be brought to bear in a systematic way across your business system. And it's not just about better diligence for investors like Geneviève and JF. We get a lot of control. You know, in our data room, Chris Kendall, who's on our team from virtually the beginning, has become the meister of data rooms with Cameron Black, and we can actually see who's looking at what document, whether they downloaded it, how long they read it online. We can restrict what they read. We can restrict what they can print or download. It's actually gotten, you know, systematically and across the board better for both sets of parties. And we can talk to specialists, have the right people in the room for the right conversations. I don't think we'll ever really go back, except for the larger investments. You know, you may always end up, you know, having that dinner where after you're satisfied that all the technical stuff works and the legal stuff works, you know, then you sort of, I miss being able to open up the bottle of wine and say, okay, we have a deal. That's one of the big downsides of COVID, is not being able to open that bottle of wine. On a une question de la salle de Marie-Lise Dion. Dans le rôle de premier plan qu'a joué les sciences de la vie, est-ce que vous voyez une plus grande ouverture des fonds d'investir en sciences de la vie qui ne sont pas spécialisés en sciences de la vie? Est-ce que vous pensez que les ralentissements aux études cliniques non COVID il y a dans les hôpitaux qui ont restreint leurs activités non-COVID auront des impacts sur les investissements ou les perceptions des investisseurs? Peut-être que je peux débuter une réponse à cette question-là. Je pense que les investissements en biotechnologie, ça demeure quelque chose d'extrêmement spécialisé. Et puis, je vois peu des fonds généralistes tout d'un coup s'improviser des spécialistes en sciences de la vie. Je pense que ce qu'on voit par ailleurs, c'est un intérêt accru, puis je pense qu'il faut le développer d'investisseurs dans des fonds spécialisés, donc des institutions qui n'étaient pas nécessairement exposées au domaine, puis qui décident d'examiner l'opportunité d'investir dans des fonds d'investissement. Je pense que ça, on le voit, puis on doit l'encourager. On est également aidé, je pense, par le fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont un aparté là, préoccupés par l'impact. Et puis, s'il y a une industrie qui a de l'impact, c'est bien les biotechnologies. Quant à l'autre portion de la question là, sur les retards sur les études cliniques, je pense que Maxime a répondu. C'est sûr que bon, une entreprise au stade préclinique, on a moins d'inquiétude. Puis c'est clair qu'une société qui est au stade clinique ou qui s'en approche doit démontrer aux investisseurs qu'elle a adapté son plan en fonction du contexte. Donc, nous, par exemple, on a des sociétés en portefeuille qui allaient livrer le médicament aux patients chez eux avec un livreur, là, un taxi, là, parce que les gens ne peuvent pas se rendre à l'hôpital. Donc, on s'attend à ce que les sociétés aient pensé aux enjeux auxquels elles vont peut-être devoir faire face, puis qu'elles aient développé un plan pour y faire face. Moi, j'irais, pour compléter la question, je pense en tant qu'entrepreneur, on veut travailler avec des fonds qui sont spécialisés en sciences de la vie. De tomber avec un fonds généraliste mettons, qui serait lead investor dans une ronde, ça n'amène pas d'avantage à l'entrepreneur. On est tellement spécialisé quand on arrive au conseil d'administration, on veut parler de plans stratégiques, on veut maximiser nos chances de succès. Donc, il faut définitivement travailler avec des fonds qui sont vraiment dédiés aux sciences de la vie. C'est sûr, parfois, on peut avoir un follower qui vient compléter une ronde, qui pourrait être généraliste, c'est correct. Mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de justement pour un fonds généraliste de venir dans la cour des sciences de la vie. Je pense que c'est mieux que les LPs, là, comme le fonds FTQ ou les institutionnels qui investissent dans des fonds spécialisés avec des associés principaux qui ont l'expertise en sciences de la vie. Merci, Max. Une autre question de la salle de Denis Deblois.
Avec le choc de la pandémie, entrevoyez-vous une plus grande ouverture pour le financement de projets dans le domaine des maladies transmissibles, entre parenthèses, vaccins et autres? J'imagine que oui. Je pense que... Non, mais je pense que la pandémie, qu'est-ce qu'elle va avoir probablement créé, c'est de montrer à quel point c'est important d'investir dans les sciences de la vie. Puis je pense que c'est même pour les... Je vais parler, disons, au nom des fonds, quand ils partent en ronde de financement avec les institutionnels, il y avait quand même un défi là, pour les fonds spécialisés en sciences de la vie de lever des fonds d'une grande taille. Définitivement, moi, je pense que la pandémie a juste éveillé la société qui a un besoin de mettre de l'avant et prévenir. Là c'était la pandémie, c'est un virus, puis là, on est en train de développer un vaccin. Mais là, on sait que dans 20 ans, on va avoir un problème avec les bactéries, par exemple. Donc là, il y a un besoin criant de développer des nouveaux antibiotiques, par exemple. Mais ça aussi, ça rentre dans la réflexion de prévenir au lieu de guérir. En fait, peut-être pour continuer sur cette veine-là, les maladies transmissibles, certainement, mais en fait, on voit énormément d'argent, autant des gouvernements, mais des grands fonds institutionnels d'investir là, dans les nouveaux types de manufactures. Là. En fond, on parle des technologies d'ARN messager, là, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Comment être capable de transformer la chaîne d'approvisionnement et à ce niveau-là, avec des technologies là, qui vont être beaucoup plus flexibles là, que ce l'était présentement, là, puis pour vraiment accélérer la mise en marché de ces nouvelles technologies-là. Parce qu'il faut quand même être conscient que c'est très cher, là, surtout les coûts de démarrage. Mais il y a beaucoup d'argent présentement, puis de réflexion là, sur comment qu'on peut s'assurer qu'on va pouvoir produire plus rapidement des vaccins. D'ailleurs, il me semble ce matin, j'ai vu que Moderna a déjà développé là, un nouveau vaccin là, pour les variants là, qu'on parle en semaine, qui pourrait être distribué à la population comme comme dose de rappel. Là. Alors, les entreprises vont devenir beaucoup plus flexibles. Et puis, moi, je prévois qu'il va y avoir beaucoup d'argent d'investir là-dedans. Fait que dans la conséquence de ça, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de recherche là, dans cette industrie-là. Je peux peut-être compléter là-dessus. C'est clair qu'il y a des développements technologiques qui font que certains produits qui étaient typiquement pas des plaies pour un VC vont peut-être devenir un peu plus finançables par des VC. Par ailleurs, la question de M. Deblois avait comme deux pans. Il y avait aussi le pan des anti-infectieux. Puis les anti-infectieux, ça fait longtemps qu'en tant que société, on se dit que c'est un problème immense, puis que d'ici 2050, on aura plus de gens qui vont mourir d'infections multidrogues résistantes que de gens qui vont mourir du cancer, mais ça demeure un domaine où si on n'est pas capable d'avoir accès à un CARB-X ou à un financement non dilutif, c'est très dur de générer des rendements tels que ceux que les VC veulent aller chercher. Donc, il y a quand même certains problèmes structurels qui étaient là avant puis qui vont devoir être résolus là, avant que je dirais que les vannes s'ouvrent au niveau du capital de risque. Je pense que j'appuierais effectivement le point de Geneviève. On a beaucoup de projets anti-infectieux qui continuent à arriver. Puis je pense que chaque jour, on se pose un petit peu la question. On sait qu'il y a beaucoup, c'est très risqué. On sait qu'il y a peu d'appétit également d'autres décès. On est obligé en fait presque tous les 3 mois de se dire, bon, ok, on avait dit non il y a 3 mois, mais maintenant, est-ce que la situation a évolué ou pas? Donc on reprend notre petit bateau de pèlerin, on refait le tour d'autres décès plus late stage que nous pour voir est-ce qu'il n'y a vraiment pas un intérêt qui revient pour ce marché-là. Et puis, effectivement, pour l'instant, malheureusement, le constat, c'est qu'il y en a très peu, quoi. Donc, on a de la difficulté à prendre ce genre de dossier parce qu'on a des risques élevés, effectivement, qu'à la suite, le support financier ne soit pas présent. Mais ça n'empêche pas que la situation évolue quand même de manière très, très fréquente et que c'est pas parce qu'on a dit non, en fait, il y a 2-3 mois qu'on réévalue pas la situation à chaque fois pour voir s'il n'y a pas eu des changements de ce côté-là. Anecdotally, I think what I'm hearing broadly is that, if you were bringing a COVID product
at the very earliest stages to market, through R&D right now. I think, as you've heard already, there will be a tough slog. But I think if I were to start a company in that domain right now, something broadly that addresses a platform to address the next and the next and the next inevitable pandemic. And I think we've all accepted by this point that it's coming. It's not an if, it's a when. I think it's easy for me to believe that not just smart investors like the ones on this panel, but governments and both provincial and federal are going to be investing in those things because they've clearly underinvested in the past, and that's the kindest I can be. Going back to the room, thank you, Lloyd. Une question de Mark James. Dans le contexte d'une correction boursière potentielle importante et d'une économie à 2 vitesses, quel est le forecast des investissements en sciences de la vie sur 5 ans? Personne. Hold on, I'm going to go get my crystal ball. Demande à ton chien, Lloyd, je le vois là. Non, tu as commencé. Je pense que on est une industrie qui a quand même survécu dans le passé à plusieurs soubresauts. On a la chance en biotechnologie d'avoir, dans le fond, deux voies de sortie. Oui, il y a la voie de l'IPO, qui souvent est très intéressante parce que les sociétés vont rester où elles sont enracinées, mais on a aussi la voie de l'acquisition par un stratégique. Puis je pense que l'appétit des pharma pour l'innovation, ça, c'est une tendance qui est là pour rester. Donc, je pense qu'on est, toutes choses étant égales, relativement bien équipés là, pour faire face à l'avenir. Puis moi, je suis extrêmement optimiste là, que c'est une industrie qui est solide puis qui est de plus en plus mature au Québec, au Canada, puis qu'on est sur la bonne voie. Là. Maintenant, Jean-François, tu es le contrarian, c'est que vas-y. Là. Non, en fait, je vais te contrarier parce que j'ai la même opinion. En fait, je pense que c'est une industrie qui est quand même assez résiliente. Quand on vendait notre produit sur les marchés internationaux, mon associé et moi, on disait toujours que c'était notre 3e. On avait vécu trois cycles, puis on avait on disait qu'on avait énormément d'expérience. Puis là, la COVID a frappé. Personne avait jamais vécu ça, ce genre de dynamique-là. Et puis, bon, voilà, on peut dire à tout le monde qu'on est dans notre 4e cycle et puis on s'en sort pas trop mal. Les marchés sont solides. C'est vrai qu'il peut y avoir des corrections, là, mais historiquement, je crois que notre industrie s'en est mieux sortie parce que fondamentalement, la population vieillit, la population est en meilleure santé, mais les maladies qui étaient mortelles maintenant, c'est traité comme des maladies chroniques maintenant. Alors, je pense que cette vague de fonds-là, ça va quand même rester pour le long terme. Et puis, quand les marchés publics seront pas là, ben, il va y avoir les M&A, il va y avoir d'autres outils là, qui vont être disponibles pour nous. Puis je pense qu'on en a toujours bien profité comme industrie. Là. Fait que pour moi, c'est pas une très grande préoccupation, mais c'est comment rester flexible et être capable de profiter de la vague présentement, comment la monétiser, puis être prêt là, pour quand il va y avoir une correction. Là. Merci Jean-François. Un des derniers mots que tu as prononcé, c'est flexible, et ça nous amène à la prochaine question de Martin Bilodeau. L'écosystème semble plus ouvert à des... Excuse-moi. C'est Martial Bilodeau. Ah, Martial Bilodeau. Excusez-moi. Effectivement, c'est moi qui a mal lu. Donc, l'écosystème semble plus ouvert à des formules flexibles de financement comme les SAFE et autres instruments financiers. Est-ce le cas dans les sciences de la vie? Les SAFE. Les SAFE. S-A-F-E. C'est quoi un SAFE? Is that where you put the cash? C'est un instrument une sorte de note c'est une débenture. convertible. C'est un type de débenture. Convertible.
Mais nous, en fait, on voit effectivement de notre côté certaines entreprises en ronde d'amorçage qui souhaitent effectivement avoir des safes. On commence même à voir des nouvelles qu'on appelle les KISS, donc, qui sont aussi une autre sorte de note convertible. C'est Keep It Simple, quelque chose comme ça, je pense. Stupid. Keep It Simple, Stupid. En tout cas, on commence à les voir. Ça a été une tendance, je pense, en Amérique du Nord qui commence à arriver petit à petit, effectivement, au Québec. Nous, on a toujours une préférence pour investir en équité, d'une part, parce que ça permet effectivement je pense, s'aligner très rapidement avec l'équipe sur des termes de gouvernance et sur des termes financiers et de mettre les choses à plat très rapidement et de s'entendre. C'est sûr que l'outil des CEF permettait de faire quelque chose de rapide, de pouvoir faire des investissements effectivement de manière très simple, sans avoir à discuter forcément des valorisations pré-monnaie de l'entreprise, etc. Je pense qu'on est quand même capable de pouvoir discuter rapidement et de s'entendre rapidement sur des termes, même si on part en équité après. Je pense que chacun, on doit être flexible, on doit trouver simplement quelle est la meilleure formule au stade de développement de l'entreprise, avec les autres investisseurs qui sont autour de la table, et puis savoir simplement jouer d'une certaine flexibilité. Mais je pense effectivement que pourquoi retarder certaines discussions qui, de toute manière, auront lieu d'être à un moment donné, c'est toujours une question des bénéfices et des avantages qu'on a tirés de ce genre de négociations, et après, c'est du cas par cas. Mais je pense pas que la pandémie elle a changé la façon de faire autour des modes de financement, qu'on parle de débenture de toutes sortes ou en équité. Je pense que la débenture demeure un instrument intéressant. Le meilleur exemple que je peux donner, chez Amorchem, quand on investissait, on créait une compagnie, mais on était le seul investisseur. On ne veut pas mettre une balance sur la compagnie. On préfère attendre quand on aura une plus grande ronde de financement avec d'autres parties qui se joignent au syndicat. Donc, dans ce temps-là, je pense que c'est préférable d'aller en débenture. Autrement, je pense que autant les entrepreneurs que les investisseurs préfèrent partir tout de suite avec établir la valeur de la compagnie, puis avancer dans les rondes. Mais je pense pas que la pandémie a changé comme telle la façon de faire d'investir, moi, je pense. Prochaine question de la salle. Since the investment and biotech industry in Quebec and Canada is growing and changing, what would you say is the number one most important thing we should do or not do to learn from our past mistakes or take advantage of what makes us unique? That's a question from Josh Patel. I think there are several realities that remain the same. You need to have good science and good management to sell your ID and to get finance. On the top of that, I think today it's the content is even more important today. You know, once you connect with an investor and you have a 5-minute or 15-minute Zoom time, you need to be straightforward. When you make introduction to an VC fund, for instance, you need to be concise and to have a short pitch that summarize your technology. But I think those things remain the same, but you need to be, more, I would say, to be well prepared when you connect with an investor and to move forward. To stay number one, Quebec and Canada in terms of biotech hub and investment, I think we have good funds now. If you look at, since 2012, TVM, Amplitude, you have Lumira with the successive funds close. I think we have, the capital to support our industry locally. We have the talent as well. I think, we are, on the good path to pursue with that success. Yeah, I completely agree with Maxime. I think it starts and finishes with, a great, clear, concise pitch and a real vision of what you want to accomplish, and adapting to this Zoom universe of, this modality, right? The medium is still the message, and if you're meeting great investors over Zoom, you ought to really make sure that you've crafted a Zoom-based PowerPoint deck and team
spiel that plays clearly and perfectly in 30 minutes in front of the partners at Amplitude or FTQ, wherever you're talking to. I think it's also, what maybe one of the new things is, it's always been true that you've got to kiss a lot of frogs, to find your particular prince. And this has changed everything, right? It's not just the ones in your backyard because you can't afford to go to JP Morgan. I think it's critically important for earlier stage companies, seed through even Series B, that you're continuing to talk to anyone who will reasonably take a meeting with you and tell your story. And one of the things that we've learned to do is to ask feedback for people who pass. And I'm amazingly shocked. We'll get a turn down, literally minutes after we made a pitch. This was our Series B. And I would reach back and say, can you take like 10 minutes and just give me the feedback? And there were investors who spent an hour with us and just said, here's what we don't like, and here's what we're concerned about. And there's this company that you should look at here in Europe. And this is now way more possible than it was, because people aren't flying around the world anymore. They're sitting in front of their screens and they have a half hour. And it's become so competitive in Jean-Francois and Patricia and Genevieve's world that they're competing for the great ideas. We have investors who say to us, we want you to come back to us when you fix these things or when you address them, or if you can tell us more about that. So, kiss a lot of frogs because your prince is out there, and every kiss is a lesson of some sort. Again, I think this conversation could go in a bad direction quickly, but I think that's the point. Non, mais en fait, puis pour rebondir sur les excellents points de Lloyd, il faut réaliser aussi que non, ça ne veut pas dire jamais. Et les investisseurs, on voit beaucoup de grenouilles, pour reprendre l'analogie, mais on voit beaucoup de compagnies, on fait toute proportion gardée, il y a vraiment peu d'élus qui vont le faire dans le fond, mais il faut aussi réaliser que les investisseurs, on joue la long game là, pour revenir à l'anglais. Alors, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui peut très bien rentrer dans le prochain fonds, puis devenir un investissement très substantiel. Alors, c'est extrêmement important d'investir dans ce genre de relations-là. Et puis, ce que Lloyd donc démontre en investissant dans de son temps pour essayer d'apprendre par d'autres investisseurs internationaux comment adapter son message, aller chercher peut-être d'autres technologies. C'est incroyablement de valeur. Ça aide pour ton histoire, mais aussi ça peut donner d'autres opportunités d'affaires. Puis les investisseurs, très certainement, puis j'en suis, quand les entrepreneurs, les compagnies prennent ce genre de temps-là pour aller chercher ce feedback-là, ça démontre, ça donne la démonstration aussi que c'est du monde sérieux, mais aussi ouvert et flexible. Alors, puis la pandémie nous permet de faire ça parce que le monde, de façon générale, est plus disponible. Là. D'ailleurs, moi, si je peux commenter aussi, le meilleur exemple que je peux donner, avec Giant, je pense à partir du début de l'automne jusqu'en janvier, j'ai contacté peut-être 65 fonds d'investissement. Il ne faut pas avoir peur de contacter parce que tu reçois plus de non que de oui. Comme le dit signé Jeff, un non n'est pas définitif, des fois c'est temporel. Puis en même temps, moi, de ces fonds-là, il y en a qui sont revenus rapidement avec une décision négative de supporter Giant, mais c'était pas pour des mauvaises raisons. Des fois, c'est une question de timing de fonds et autres. Puis je dirais qu'il y en a peut-être une dizaine de malices qui sont en attente de la prochaine ronde, en fait. Ils veulent que je revienne, par exemple, quand on va être au stade clinique ou lorsqu'on aura franchi certains milestones. Je pense encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Lloyd. Je pense qu'il faut apprendre de ces investisseurs-là. Je pense que j'ai probablement 25 versions de mon pitch
parce qu'il a évolué de fond. À chaque fois que je connectais avec un investisseur, j'avais de la rétroaction. Je faisais des petites modifications. Là, je voyais que des investisseurs revenaient tout le temps avec la même question, donc je l'adressais dans mon pitch. C'est comme ça qu'on raffine finalement le processus puis qu'on vient à bout de trouver notre grenouille prince. Tu vas la retenir, celle-là est bonne. Oui, elle est excellente. Comme on a vu dans le chat ou dans le Q&A, il ne faut pas confondre grenouille et crapaud. Peut-être juste en terminant, je vous poserai chacun une question et vous demanderai de répondre en 60 secondes. Donc, assez rapidement. Donc, Lloyd, we'll start with you. Was the pandemic a plus or a minus for the biotech industry? Short-term minus. In the long term, I think it will be a huge plus. I think we've learned to adapt in a way that will ultimately be better for our industry, better for our entrepreneurs, and better for the planet. Thank you. Jean-François, quelqu'un t'approche pour un premier pitch. C'est quoi l'élément crucial? Quel problème essaies-tu de résoudre? Je pense que 80% des projets que je vois, surtout à un stade précoce, n'ont pas réussi à figurer cette question-là. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que ce que tu apportes va résoudre quelque chose qui est criant? Si tu n'es pas capable de répondre ça dans les 30 premières secondes, je perds généralement de l'intérêt pour l'histoire. Patricia, je te pose la question un peu inverse. L'erreur à ne pas faire dans ce premier pitch-là. Je pense que c'est donner un petit peu trop de détails scientifiques, en fait, et de pas, comme disait un petit peu Jean-François, s'attarder sur l'essentiel. Donc, si on est perdu par trop de détails scientifiques, technologiques, etc., je pense que malheureusement, effectivement, ça nous éloigne un petit peu du cœur du problème. Geneviève, dans toutes les nouvelles façons de faire qu'on a développées dans la dernière année sous la pandémie, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui ne reste pas? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester. Je pense que je vais faire écho à ce qui a déjà été dit. La facilité d'assembler des gens autour d'une table virtuelle va clairement rester. Le fait que le monde s'est clairement rétréci, ça, je pense que c'est un avantage positif. Ce qui ne restera pas, j'espère évidemment qu'éventuellement, on va venir à une vie un peu plus équilibrée, puis qu'on va pouvoir, à titre personnel, pouvoir reconnecter avec nos collègues de nos organisations et de l'écosystème. Mais je fais partie des gens qui pensent qu'il va falloir que ça change, que ça revienne à une simili normale, mais qu'il y a eu, au net, il y aura probablement eu plus de côté positif, puis ça a été un accélérateur d'évolution, des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps, qu'on a été forcés de mettre en place. Puis, je pense que c'est un avantage net. Et ouvrir la bouteille de vin. C'est ça qu'il faut. On peut l'ouvrir, mais là, on va l'ouvrir avec des gens. Pas seul, pas seul. Exactement. Et Max, toi qui es un entrepreneur en série, networking dans un monde de pandémie, c'est qu'est-ce que tu aurais... donc, un jeune entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, là, tu lui dirais quoi pour l'aider dans son networking? Ben, je pense que ça revient un petit peu comme je l'ai buté au début du webinaire. Je pense que le networking, ça a changé. C'est sûr, dans les cocktails, tu peux spontanément rencontrer une personne, puis des fois, c'est des rencontres imprévues. Puis, donc là, c'est plus organisé parce que quand on est virtuel, naturellement, il faut céduler puis programmer. Mais je pense encore une fois, la disponibilité des fonds d'investissement, des autres entrepreneurs, mentors et autres, vu qu'on ne voyage pas, on peut connecter rapidement par Zoom. Je pense que le réseautage, pour moi, c'est même d'une certaine façon amélioré. C'est sûr que le contact humain il est important dans une certaine dimension, mais on s'aperçoit que finalement, il y a des fonds d'investissement qui investissent dans des managements puis dans des compagnies, puis ils n'ont jamais rencontré physiquement l'équipe.
je pense que le virtuel n'est pas une barrière au réseautage. Donc, je pense que l'important pour un jeune entrepreneur, c'est de vraiment s'associer avec des conseillers, d'avoir des mentors. C'est ces gens-là qui peuvent ouvrir des portes puis bâtir finalement le réseau. Tu sais, mon réseau, il n'est pas apparu comme ça en une journée. Donc là, c'est au fil des années avec par l'entremise de contacts qu'on réussit à accroître notre réseau. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de finalement demander à quelqu'un qu'on connaît pour une introduction, par exemple. Merci. Donc, Jean-François, Geneviève, Patricia, Lloyd et Max, merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Non, j'étais pour t'envoyer la parole, Annie. mais parce que c'est important de dire oui, merci aux panélistes, vraiment, les points de vue, les commentaires, les conseils que vous avez donnés ont été extraordinaires. Puis le 90 minutes a passé super vite. Mais merci beaucoup aussi à Philippe qui a su prendre la balle au bon et vraiment poser des questions qui ont suscité la conversation puis qui ont permis, je pense, de soulever les bons points, les bons livres, les takes à prendre de ce webinaire. Alors, merci Philippe, vraiment, là, tu as été extraordinaire. Merci Lloyd, merci Patricia, merci Maxime, merci Geneviève, merci Jean-François, merci d'avoir été là. Et puis, on en a plein d'autres qui s'en viennent. On a un agenda assez occupé à Bio-Québec là, dans les prochaines semaines. Alors, on a un autre webinaire le 8 mars prochain. On vous invite à vous inscrire et à y participer. Celui-ci est en organisation avec MassBio et Women in Biotech. Le 25 mars prochain, vous l'avez en primeur, Bio-Québec et BioForward Wisconsin. Ensemble, on organise une première session opportunité avec le Midwest américain. On signera également une entente de collaboration avec le Midwest. Et puis, on aura une série Café Croissant qui commence, rencontrer Anne-Marie Bioinnovation le 1er avril prochain, une session rapide le matin pour mieux comprendre ce qui se passe avec Anne-Marie. Ce n'est plus juste de l'infrastructure pour ceux qui pensent à Néomed, mais c'est aussi du financement. Et puis, une discussion avec Lumira et avec Daniel de Lumira le 22 avril. Et il y en a une prochaine qui s'en vient bientôt avec Robic sur la propriété intellectuelle et Charles Goyer, qui est là présentement, je le sais, c'est lui qui a fait le commentaire sur les crapauds. Alors, peut-être que vous vous doutiez que ça venait de Charles. Mais alors, on a pas mal d'activités qui s'en viennent. Alors, soyez des nôtres et puis merci beaucoup à tout le monde encore une fois. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bye.